Est-ce que du coup tu fais du cyber-yoga en te pommadant le visage tous les jours pour être plus concentré? Non, pas vraiment. Bonjour Maillot. Salut Daoro. En 2 mots avant qu'on parle d'été, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc on va parler du solutionnisme technologique, Longtemps promis, longtemps attendu. ou en tout cas de ce que nous on en a vu, parce que comme d'habitude on n'est pas spécialiste. Mais avant, une solution à ne pas être déshydraté, c'est de boire du thé. Voilà. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Alors aujourd'hui je bois un thé blanc. Alors je m'excuse d'avance pour la prononciation, un Yin Zen Céleste. Ok. Yin Zen apparemment c'est aiguille d'argent. Les bourgeons sont en fait très longs et ont des petits poils. Mhm. Ils ont encore ces petits poils avant qu'ils se transforment en feuilles. Visuellement, il est déjà intéressant. Et au goût, c'est un thé blanc, donc assez léger, qu'on va généralement infuser à faible température et pendant une dizaine de minutes. Et il est ouais, très fin, avec des notes, là, celui-ci de raisin, pas vinifié, hein, vraiment raisin un peu plus sous forme de fruits. Donc il est ouais, très intéressant, j'aime beaucoup. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Là, je bois un échantillon d'un Earl Grey Oolong de Taïwan, donc qui s'appelle Oolong des 4 saisons. Et il est extrêmement floral, un goût un peu sucré comme ça. Et puis moi, ce truc très... j'arrive pas à définir s'il y a un petit goût de fruits ou autre. Et je sais pas si c'est naturel ou comme si c'est un Oolong Earl Grey s'il aurait été parfumé façon... c'était parfumé avec des vapeurs parfumées, tu vois. Ou si c'est naturel du thé. Bah, normalement, les Earl Grey, c'est pas parfumé avec une... De la bergamote. Ouais, la bergamote. Normalement, tu mets des morceaux de bergamote avec. Parce que la bergamote, c'est comme un citron. Ouais. Sauf que c'est pas un citron. Et là, il n'y a pas de morceaux. Enfin, j'ai vu le truc, il y a vraiment que du thé. Donc, est-ce qu'il aurait été parfumé juste avec des vapeurs ou est-ce que c'est naturellement un petit peu comme ça, puis ça fait cet effet? Ça, je ne sais pas. D'accord. Ouais, il a un goût qui est vraiment très très prononcé, plus que le goût qu'on s'attend quand on boit un thé sans rien, quoi. Ouais. Ça m'a un peu surpris. C'est pas trop le genre de thé que j'apprécie trop d'habitude, mais là, bon, ça change un peu. Puis c'était l'échantillon, donc de toute façon, je suis pas déçu non plus, hein, ça va. Si c'était pas prévu d'avance. C'est un petit peu trop doucereux pour moi, je pense. Je suis sûr que ça peut plaire à des gens qui ont envie de thé parfumé, Ouais. qui aiment pas trop les thés seuls et tout. Mais là, alors c'est trop pour moi, trop doucereux. Donc on va parler aujourd'hui de solutionnisme technologique, mais c'est un peu flou quand même comme terme. En tout cas, la première fois que je suis tombé dessus, j'étais content d'avoir des explications. Vu que tu en as trouvé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? J'en avais entendu parler via Evgeny Morozov. Et je sais qu'il y a un terme de technosolutionnisme qui existe aussi, qui a pas l'air d'être apparemment la même chose. Mais la définition de Morozov du solutionnisme technologique, c'est que pour des problèmes qui sont des problèmes humains, donc politiques, sociaux, sociétals, etc., on a tendance à aller chercher une solution qui soit technique, transformée en une question technique, au lieu d'être questionné vraiment, pas la source du problème, mais... Ou les causes du problème? Oui, les causes, voilà. Donc ça va avoir tendance à faire en sorte qu'on essaie de traiter les effets, Ouais. parce que la solution technique, elle va plutôt s'attaquer aux effets, au lieu de réfléchir et se questionner sur la vraie cause du problème à résoudre. C'est lui, comme ça que lui, il l'a défini. Et moi, c'est via ça que j'avais entendu parler à l'époque du solutionnisme technologique. Je suis arrivé là-dessus plutôt par la porte d'entrée du réchauffement climatique, où on a tendance à considérer, disons, que le réchauffement climatique, ce serait un problème technique, et donc on va lui apporter des solutions techniques. C'est comme ça que ça m'a été présenté. Le problème un peu avec ça, on se pose pas les questions de oui mais pourquoi il y a ces problèmes, et c'est plutôt ok on a ces problèmes donc on va les résoudre avec un truc, mais on cherche pas à les éliminer à leur source. Pour moi en tout cas dans cette optique-là de réchauffement climatique, c'est un peu pas forcément se poser les bonnes questions en allant trouver des réponses qui sont peut-être pas forcément nécessaires en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être d'autres manières de faire que d'essayer d'inventer encore des choses. Ce serait plutôt de changer des comportements, par exemple. Et que du coup, le solutionnisme technologique, pour moi, hein, c'est un peu une dérive où on aurait tendance à trop faire confiance à la technologie pour solutionner des problèmes au lieu d'essayer de changer. Et puis j'avais aussi vu des critiques de cette approche vraiment problème technique à résoudre sur le fait aussi que souvent on se posait pas les bonnes questions, mais aussi dans certains cas on était dans l'attente d'une technologie. Et
En attendant de tenter de résoudre le problème avec ce qu'on a, on ne change rien jusqu'à l'obtention de la technologie. Ça fait aussi de forts ralentissements si on a besoin de changements rapides ou voilà, ce type de situation. C'est vrai que si on part du principe que on se rend bien compte que brûler du pétrole pour avoir de l'électricité, c'est une mauvaise idée, mais qu'on attend d'avoir inventé la fusion nucléaire pour se débarrasser de brûler du charbon ou du gaz ou du pétrole, on va pouvoir attendre longtemps parce qu'on n'est même pas sûr qu'on soit capable de la maîtriser, la fusion nucléaire. Historiquement, ça a quand même été montré qu'on est très mauvais à prédire le futur technologique, parce que ça fait, par exemple, sur les intelligences artificielles, 40 ou 50 ans qu'on nous dit que dans 5 ans, on a une intelligence artificielle générale. Alors, peut-être que maintenant c'est vrai, peut-être que maintenant, dans 5 ans, on en a une, j'en sais rien. Mais quand on répète juste dans 5 ans pendant 50 ans, un siècle, ça finira par être dans 5 ans, ça c'est sûr. Si on table là-dessus, sur cette solution qui peut-être n'existe pas, on perd du temps et on ferait mieux de se poser peut-être des questions qui sont plus pertinentes ou de faire des actions qui sont plus pertinentes. Ouais. D'ailleurs, je réalise, à propos de cette histoire de prédiction, j'avais vu une conférence de quelqu'un qui avait fait 3 catégories. Il avait pris des scientifiques, philosophes et religieux, je crois. Et il avait évalué leurs écrits sur la qualité de leurs prédictions en donc domaine scientifique. Non, je crois que c'était scientifique, art et religion. Et donc, il regardait combien de scientifiques avaient fait des prédictions juste dans les arts, la religion et la science. Et en fait, les scientifiques étaient très mauvais à prédire le futur scientifique. Mais bon à prédire le futur, je sais pas, au pif religieux, je dirais. Les artistes étaient les meilleurs à prédire le futur scientifique, mais le plus mauvais pour prédire le futur artistique. Chaque catégorie avait le plus de peine à se prédire soi-même. C'est un peu toujours vrai, parce qu'il y a beaucoup de... Comme la fusion, il y a des gens, ça fait 20 ans qui disent que c'est dans 5 ans. Il y en a d'autres qui disent « Ah non, c'est dans 50 ans ». Et qui bossent aussi sur le sujet. Donc bon, le mieux, c'est... De mon point de vue, c'est par contre important de continuer de chercher dans ces voies-là, mais il ne faut pas que ça devienne l'unique solution et qu'on l'attende juste comme le Messie qui viendra peut-être jamais, quoi. En plus de cette attente qui ne vient jamais, il y a souvent, comme on l'a dit des fois, où je trouve qu'on a des réponses qui sont à côté. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ça. C'était toutes les histoires de éteignez votre Wi-Fi, ou bien supprimez les pièces jointes de vos mails, ou bien regardez Netflix en 720p au lieu de la définition maximum, pour consommer moins d'énergie et donc, entre guillemets, sauver la planète en faisant ça. Mais de l'autre côté, par exemple, on n'a aucun problème à laisser les gens aller skier en salle, où il faut des consommations d'énergie gigantesques pour refroidir le truc, ou bien des personnes à très haut revenu voyager en jet privé un petit peu tout le temps, ou pareil, les rejets de CO2 dans l'atmosphère sont gigantesques, et de compenser juste un trajet en jet privé par supprimer les pièces jointes de ses mails, déjà c'est quasiment impossible. En plus, ce qui est compliqué avec ce genre d'argument, c'est que c'est difficilement réfutable, parce que oui, évidemment, supprimer les pièces jointes de ces mails, oui, tu occupes moins de place sur des serveurs, sauf que l'impact en vrai, il est mais absolument négligeable par rapport à des vraies actions un peu plus sérieuses. C'est sûr que c'est plus facile de faire un petit appel à supprimer vos pièces jointes. Pour les gens qui le font, peut-être ça donne bonne conscience, voilà, mais en vrai, on n'a pas résolu le problème, et c'est une solution un peu technique qui, en fait, ne solutionne rien du tout, quoi. Oui, qui là donne même la fausse sensation de résoudre un problème. Tu te dis, super, j'ai fait la petite action qu'on m'a demandé de faire, et puis c'est bon, et après tu te préoccupes pas du reste, mais en fait, l'impact était nul, quoi. Mais c'est clair que c'est plus facile pour tout le monde de faire ça que de faire 20 km en vélo tous les jours au lieu de prendre sa voiture, de plus aller en vacances à l'étranger en avion parce qu'on n'a pas envie de se priver, disons, d'aller faire ces vacances-là. Et oui. Alors que l'impact, il serait... supérieur. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'était le truc visible, un peu facile du solutionnisme technologique. En cherchant un peu, on en a trouvé d'autres. Qu'est-ce que tu avais, toi aussi, comme exemple ? Moi, là où j'ai découvert ça, comme on disait tout à l'heure, c'était via Evgeny Morozov. Et lui, principalement, il attaquait à l'époque, récentes entreprises informatiques, donc Uber principalement, et aussi Airbnb, ce type d'entreprises qui maintenant sont courantes et très bien implantées, mais qui à l'époque où il en parlait étaient assez récentes. Et avec ce modèle on transforme tout le monde en entrepreneur au lieu d'avoir des salariés pour faire tourner le service que fournit la boîte. Il a énormément pointé ça du doigt à une époque comme étant du solutionnisme technologique, de vraiment, c'est compliqué de louer son appartement, donc comment on résout le problème ? On fait une app qui fait ça.
Ok, ou alors on se pose la question de pourquoi légalement c'est compliqué, est-ce qu'il y a des bonnes raisons, est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent changer à partir de maintenant, est-ce qu'on peut... Enfin, il y a plein d'autres manières de résoudre le problème. Lui, il montrait ça voilà, comme du solutionnisme technologique, et puis principalement, après, lui, il voyait aussi des effets... Il réfléchit souvent un peu long terme, et tous les effets que ça a de prise de pouvoir, d'une certaine manière, de ces entités sur des parties de nos vies. Donc Airbnb, ça veut dire que globalement, beaucoup de gens l'utilisent pour se loger en voyage, etc. Et maintenant, c'est vraiment implanté. Et au début, il y avait eu beaucoup de cas où Airbnb était pas tout à fait légal dans certains endroits, etc. Enfin, je me souviens de plein de discussions en France sur ça. Et au final, malgré tout, c'est Airbnb qui a gagné et qui a même, dans certains cas, simplement fait adapter. Enfin, les lois ont fini par être adaptées un peu à l'usage, sans se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y avait des lois avant ça qui empêchaient que tous les jours il y ait quelqu'un de différent dans un immeuble. Enfin... L'esprit aussi même de ce genre de truc a un petit peu changé, hein, parce qu'au début, la vocation première de Airbnb, c'était tu pars de chez toi, du coup tu payes ton loyer pour ne pas y être, donc quelqu'un peut venir habiter chez toi le temps que tu sois absent et te paye. Comme ça, tu récupères un peu ton loyer en ayant quelqu'un pendant que t'es pas chez toi. Il y avait vraiment cette notion d'aller chez l'habitant, alors qu'aujourd'hui, la plupart des trucs Airbnb, en tout cas, où je vais, il y a énormément de choix où en fait tu vas chez personne. C'est quelqu'un qui a acheté un appart, qu'il ne loue pas en termes d'appartement, et c'est juste là pour Airbnb. Et en fait, c'est presque comme un hôtel dans lequel tu n'as en fait pas de service, et tu es juste dans un appartement au lieu de dans un hôtel. Mais ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Pour moi, un qui est tout bête aussi, où on voit qu'il y a une volonté forte de ne pas se poser de questions, mais de profiter d'une situation pour gagner de l'argent, c'est la nouvelle souris de Samsung. Lorsqu'elle détecte qu'on est en train de travailler trop longtemps ou en dehors des heures de bureau, en fait, elle a des petits moteurs qui font qu'elle va s'échapper. Dès que tu la lâches, elle se barre. C'est pour te rappeler que tu dois avoir un bon équilibre entre ton travail et ta vie privée. C'est absolument ridicule parce que le vrai truc, c'est qu'il ne faudrait pas avoir besoin de faire des heures supplémentaires à ce niveau-là, de rester coincé au travail à ce niveau-là. Et c'est pas une souris qui est censée te rappeler que non, tu ne dois pas rester autant de temps au travail, quoi. Il faudrait que ce soit normal qu'une fois que tu as fait des heures qu'on peut juger comme acceptables, tu partes et c'est pas un problème et que tu aies toi-même cette conscience de non, ok, je m'arrête parce qu'il n'y a pas de raison que je fasse plus. C'est pas une souris qui doit te rappeler un truc pareil. Oui. C'est beaucoup plus facile d'inventer un gadget comme ça que d'aller peut-être réformer le code du travail ou de s'unir en tant que syndicat ou de repenser que non, peut-être que ma carrière, c'est pas toute ma vie et qu'il n'y a pas de raison de travailler à ce point-là, à se tuer au travail pour une promotion qui n'arrivera peut-être pas. Enfin, voilà. C'est plus facile de dire « Oh là là, regardez ma souris, c'est rigolo, elle me dit qu'il faut que j'arrête. » Mais elle est vraiment vraie, cette souris? Elle existe vraiment, ouais. J'ai un article pour te la montrer. Voilà. Après, est-ce qu'elle sera vraiment commercialisée partout ? J'ai un petit doute parce que c'est quand même un peu ridicule. J'ai ouvert le lien aussi que tu as mis dans les notes. D'ailleurs, ouais, du coup, on pourra mettre ça dans les notes. Mais ça me désole. Ça me désole. Qu'est-ce que t'en penses de ce genre d'initiative ? C'est des choses qui ont quasiment pas de sens à ce niveau-là, hein, je trouve. Pareil. Parce que en plus, j'imagine qu'ils vont sûrement collecter toutes ces données. Si elle mesure le temps de travail, c'est bien qu'elle a une notion de quand est-ce que tu démarres, quand est-ce que tu t'arrêtes, si tu es à ton bureau ou pas, ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi de toutes ces données? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont les garder dans un coin pour faire quelque chose après? Les revendre à tes managers, parce que comme ça, ils peuvent vérifier que, malgré tout, voir que tu fais des heures supplémentaires et que tu es un bon employé, je sais pas. Je vois bien aussi l'utilisation dans le sens inverse. Par exemple, les managers qui vont dire qu'ils ont acheté ça pour toute la boîte. Parce que regardez, on prend soin de vous, on a une souris qui va vous rappeler qu'il faudrait y aller, voilà. C'est peut-être pour se donner bonne conscience pour le Chief Happiness Officer, le responsable du bien-être en entreprise. Alors qu'en vrai, le vrai truc, ce serait de pas faire trop travailler les gens. Voilà. Ça, c'est peut-être un peu trop révolutionnaire. Ouais. On avait aussi, en cherchant des trucs, parlé un peu de wellness, bien-être et self-caring. C'est un peu la même approche de dire je suis fatigué, mais j'ai pas fait ma méditation, fait mon yoga, fait mes pompes, être allé courir je sais pas combien de kilomètres, plus avoir pris mes vitamines, mes machins, etc. Sauf que c'est souvent... Non, bouger, c'est pas une optimisation. Il y a quand même un niveau minimal de sport et de déplacement qu'il faut faire qui font pas du tout partie de l'optimisation, justement. Mais souvent, on présente
quelque chose de l'ordre de la santé comme étant une solution à un problème sans forcément se poser la question quelle est la source. Si je suis fatigué toute la journée, c'est peut-être parce que je dors que 7 heures ou 6 heures par nuit au lieu de dormir 8 heures, 9 heures qui sont les moyennes humaines. Donc là, on est vraiment toujours dans ces mêmes logiques de cette technologie qui va résoudre ce symptôme, mais qui va aussi pousser à la consommation potentiellement parce que il faut constamment racheter des vitamines ou je sais pas quoi, ou bien des affaires de sport, changer les chaussures régulièrement, enfin bon. J'achète mes super bouteilles d'eau. Alors, il y a l'arôme concentration, il y a l'arôme performance, il y a l'arôme récupération. Parce que pour apprendre mieux, évidemment, il faut boire de l'eau avec de la vitamine X, Y, Z à l'intérieur. Ça va mieux t'aider. Boire de l'eau, c'est bien, mais tu peux boire de l'eau normale qui n'a pas des suppléments à l'intérieur. Et il faut prendre le temps d'apprendre. Ça ne va pas se résoudre avec un truc de flop. Un bon exemple dans les soins de soi-même, toutes les pommades pour prendre soin de ta peau qui est attaquée à cause de la pollution dans les villes. Donc mettons une pommade pour lutter contre la pollution. Ou alors on enlève les voitures, peut-être. Ce serait mieux. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de fabriquer une pommade que de dire non, on rend le centre-ville entièrement piéton. C'est clair, hein. Mais bon, c'est pas solutionner quoi que ce soit de prendre une pommade qui va aider ta peau à lutter contre les effets négatifs de la pollution, quoi. Ouais. Mais alors, est-ce que tu as quand même du solutionnisme technologique dans lequel tu es tombé? Parce que moi, oui, mais je serais curieux de voir ce que tu as, toi. Bah, je pense qu'on est tous un peu tombés là-dedans. J'essaie de réfléchir à un exemple, mais peut-être que j'en ai pas de conscient, mais en fait, j'en suis entouré. T'as pas eu, je sais pas, grâce à ce nouveau bureau, je suis sûr que je travaillerai mieux ou... Ça, pas trop, je dirais, mais quand j'ai changé de laptop, j'avais pris un truc un peu haut de gamme. Sur le moment, c'était vraiment dans l'idée, voilà, comme il est plus puissant, je vais pouvoir faire plein de trucs en plus, etc. Maintenant, je suis quand même très content qu'il est plus puissant parce qu'au bout de 6 ans, il commence à traîner un peu. Mais sur le moment, je pense qu'il y a eu beaucoup de... C'était pas le plus puissant, la gamme possible ou quoi que ce soit, mais c'était au-delà de ce que j'ai besoin parce que comme ça sera plus rapide pour traiter les photos que je fais ou des choses comme ça. Et puis, j'avais acheté ce truc d'aquarelle et puis j'ai pris celui qui avait un peu plus de couleurs parce que tu te dis, ça va être mieux, ça va être plus facile de faire des trucs, etc. Mais en fait, j'en utilise 5 couleurs dans les 18 et puis voilà, les rares fois où j'en fais. Au moins, tu utilises, parce que tu aurais pu avoir le cas de, bon, je veux me mettre à l'aquarelle, mais pour pouvoir faire ce que je veux être sûr de ne pas être limité, donc je vais acheter la boîte à 50, puis au final, tu fais pas d'aquarelle, tu vois. Je suis pas allé à ce point-là, parce que je voulais quand même pouvoir la transporter dans un sac, tu vois. J'ai longtemps eu ce côté, je veux vraiment passer plus de temps à écrire des choses, donc il faut que j'ai un carnet qui soit vachement bien, et puis un stylo qui soit vachement bien, parce que c'est ça qui fait que j'ai pas envie de le faire, parce que j'ai pas le confort d'écrire, parce que c'est trop pénible, voilà. Mais quand j'aurai trouvé ce super carnet qui est déjà tout préparé comme je veux, ce sera parfait. Puis quand j'aurai ce stylo qui sera super agréable, j'aurai envie de faire plus. Bon, ben finalement, j'ai des très bons carnets que j'ai fini par obtenir. J'ai plusieurs stylos que j'ai essayés. C'est pas ça qui me fait écrire vraiment plus. Ouais. Alors évidemment, d'avoir un carnet par rapport à des feuilles volantes, clairement ça marche mieux, mais en vrai le carnet le plus pourri ça suffisait. Et le truc qui fait que j'écrive pas aussi souvent peut-être que j'aurais envie de le faire, c'est clairement pas le matériel. La solution, elle vient de moi, elle vient pas du matériel, quoi. J'ai envie de dire oui, mais là depuis un an je fais pas mal de photos et généralement j'apprends beaucoup sur YouTube. Et en photo il y a pas mal de... Quelque chose qui a été vraiment nommé quand j'ai regardé les trucs de photo, mais c'est quelque chose qu'on trouve partout, et ça c'est les histoires des outils. Il y a vraiment 2 groupes de personnes. Il y a ceux qui disent l'appareil photo est un outil, point. Et ceux qui disent oui, mais si l'outil est bien, si l'outil est beau, si l'outil m'évoque quelque chose, alors je vais créer plus. Je pense que les 2 conditions ne sont pas exclusives. On peut avoir à la fois une approche qui est l'appareil photo n'est qu'un outil, mais je pense qu'on peut aussi ne pas juste avoir une boîte carrée noire qui n'a pas de personnalité, tu vois. Je suis d'accord qu'il y a un petit truc, pour prendre la métaphore de la cuisine, si t'as un couteau qui n'est pas aiguisé du tout, mais genre absolument pas, et que tu vas essayer de cuisiner avec, faut couper tes légumes et autres, et bon en fait tu t'énerves parce que justement ça coupe pas, ça te prend du temps, c'est pas bien, et du coup ben, ça te dégoûte de faire la cuisine. C'est clair que d'avoir un couteau qui au minimum est bien aiguisé, ça n'a pas besoin d'être le truc incroyable, mais au minimum il est aiguisé de manière correcte.
tu as moins d'efforts pour couper les choses, donc potentiellement tu seras un peu plus encouragé, tu seras un peu plus motivé à faire les trucs derrière parce que tu vas pas t'énerver sur quelque chose qui fonctionne pas. Dans le cas du couteau, c'est fonctionnel. Si le couteau coupe pas, L'appareil photo aussi un petit peu. S'il est trop massif, t'as pas envie de te le trimballer. Si l'optique elle est mauvaise, enfin le capteur il est mauvais, tu fais du coup pas vraiment des bonnes photos derrière non plus. Du coup, à quoi bon? je vois ce que tu veux dire, mais je le voyais pas du tout sur un plan fonctionnel. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, si quand je sors, j'ai le choix entre mon 70D qui est un Canon qui est massif, mais parfaitement fonctionnel, Mhm. et un Fuji qui, lui, est plus dans le format... alors en français, on dit télémètre pour rangefinder en anglais. Donc ces appareils photo où on a la petite vue qui voit à travers l'appareil photo et qui est décalée par rapport à l'optique et qui sont généralement un peu plus petits, un peu plus maniables. Dans ces deux cas, ils sont tous les deux parfaitement fonctionnels et avec tous les deux, globalement, je peux faire la même chose. Mais je vais quand même plutôt avoir tendance à plus souvent prendre le Fuji parce que dans ce cas-là, il est moins gros, mais aussi esthétiquement, il me parle plus d'une certaine manière. Et là, je parle vraiment esthétiquement l'appareil, pas les photos qui rend, etc. Je parle de l'objet physique que j'ai dans les mains. Ce que je voulais dire, par ces histoires de... Il y a un point de vue qui est de dire que quelque chose n'est qu'un outil. Il faut quand même que cet outil soit fonctionnel. Mhm. Mais c'est traiter l'achat purement basé sur les fonctionnalités de l'outil au lieu de purement de baser sur ce que l'outil, en tout cas, nous fait ressentir visuellement, à l'avoir en main, etc. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment du solutionnisme Les gens qui disent que l'appareil photo c'est juste un outil, je veux absolument tel appareil photo, de telle marque, telle époque, l'impression que j'en ai en tout cas c'est qu'ils voient ce côté-là uniquement comme solutionniste technologique au sens si j'obtiens exactement cet appareil photo, je vais faire toutes les photos que j'ai vraiment envie. Ouais. Et je pense que ça arrive de penser ça aussi évidemment, mais, et c'est le mais que je voulais faire par rapport à ce que tu disais, quand tu as un stylo qui a un bon poids dans ta main. Alors, ça n'a pas forcément besoin d'aller vers un stylo à 1000 balles ou ce genre de choses, parce que évidemment, il y en a. Mhm. Un bon stylo bien fabriqué à 25 ou 30 francs, il y en a aussi. Et le fait que cette pièce soit bien fabriquée et un certain poids dans la main, etc., ça donne quand même une certaine envie. Là, justement, je trouve qu'on est dans un juste milieu qui est à la fois je cherche quelque chose qui remplit telle fonctionnalité, mais je veux quand même que ce soit quelque chose qui me donne envie de l'utiliser. Ça aide alors, c'est clair. Après, je pense qu'il faut être conscient du fait qu'on puisse tomber dans du pur solutionnisme technologique où tu te dis ce que j'ai, en fait, c'est pas assez bien parce que nanana, et du coup, je veux acheter l'autre qui est mieux. Et là, du coup, tu tombes dans une course qui s'arrête jamais. Tu te poses pas la question de pourquoi je vais pas écrire ou pas prendre des photos si à chaque fois tu dis bon, maintenant que j'ai celui que je pensais qui serait idéal, je fais absolument rien avec, puis que tu recherches l'idéal d'après et qu'à l'idéal d'après, tu te retrouves dans la même situation puis on recommence, c'est que le problème il est peut-être ailleurs, justement. Dans la préparation, toi tu avais mentionné que des fois on a droit à de l'innovation au lieu d'avoir du progrès. Est-ce que tu peux en reparler un petit peu? Depuis un certain temps, donc on parle d'innovation absolument partout. Alors qu'à une époque, on avait tendance à parler de progrès de l'humanité, etc. Et c'était pas juste une course en avant sur ce qu'on est capable de faire. Il y avait une partie qui était sociale là-dedans. C'était de dire il y a des avancées, mais il faut qu'elles aient un impact sur le social, et puis comme ça, on avance au fur et à mesure. J'ai l'impression que je suis quasiment sûr d'avoir pris ça d'ailleurs, etc. Mais maintenant, je ne saurais pas exactement dire d'où. L'intérêt d'avoir utilisé le terme innovation, c'est qu'on élimine totalement cette partie de progression avec tout le monde, d'une certaine manière. Parce qu'on peut innover dans son coin et continuer de faire avancer les choses sans forcément se remettre en question et sans forcément se dire pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça et quel va être l'impact long terme sur les innovations qu'on est en train de faire. Cette image, moi qui m'a quand même bien fait rire jaune peut-être, mais rire quand même, de ChatGPT. Est-ce que tu veux la décrire pour les gens qui nous écoutent? Puis on la mettra dans les show notes. Tout à gauche, il y a un petit bloc où il y a écrit ce que écrit l'expéditeur. Et en dessous, il y a marqué « Je veux ce boulot, voici mon résumé, Brian ». Mon résumé, mon CV. Mon CV, oui. Ça, c'est envoyé à ChatGPT qui, donc, lui, renvoie un gros email avec 3 paragraphes qui expliquent que Brian est qualifié pour le job, etc. Et ça, c'est repassé dans ChatGPT et il y a une dernière boîte avec marqué ce que reçoit le destinataire. Brian veut le boulot, téléchargez le CV en PDF ici.
Le premier disait j'aimerais le boulot, voilà mon CV. Ce que reçoit l'autre, c'est il veut le boulot, voilà le CV. Mais entre deux, parce que il faut qu'on passe sur des formes de politesse, tout le genre de trucs. C'est ChatGPT qui fait la traduction dans les deux sens pour tous les machins inutiles. C'est une vraie innovation, effectivement. On le fait à notre place. Est-ce que c'est un vrai progrès? Et c'est vrai que c'est très intéressant de mettre les deux, parce que j'ai souvent vu ces deux cas d'usage, mais séparés. De dire utiliser ChatGPT ou une AI pour écrire des emails chiants, on va dire, enfin des emails qui sont pas forcément intéressants à écrire, administratifs, pompeux ou je sais pas quoi. Et dans d'autres cas, des gens qui écrivent des articles en disant comment filtrer à travers des emails, ça, mais j'avais jamais fait le lien entre les deux, de dire, mais si moi je l'envoie en le faisant traduire ma pensée dans ChatGPT et que toi tu retraduis dans l'autre sens aussi, en fait, on aurait dû commencer simplement par dire one job, give you CV, give you résumé, et puis voilà quoi. Il faut se mettre d'accord, accepter qu'on peut envoyer des messages très courts qui sont pas insultants, voilà, qu'on peut les recevoir de manière très courte aussi et que c'est pas un problème, quoi. Mais comme socialement, pour l'instant, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, qu'il faut quand même mettre des formes et autres, beaucoup de blabla. Ouais. C'est plus facile de faire un truc de nouveau. Et regardez, c'est nouveau, c'est cool, et ça se suffit à lui-même, parce qu'on s'arrête là, dans la réflexion, plutôt que d'aller plus loin. J'avais trouvé un tweet qui était assez rigolo, qui disait qu'on s'était un peu fait avoir par la science-fiction à penser que la ville du futur, ce serait des immenses tours de verre partout, un truc gigantesque, des hologrammes pour nous présenter des choses, interagir avec nous, des voitures volantes, voilà. Mais le vrai truc du futur génial, ce serait d'avoir des beaux complexes d'appartements qui soient bien pensés, bien organisés et durables, avec des arbres, du transport de masse, voilà, des arbres un petit peu partout pour qu'on soit à l'aise, de l'espace, et des zones piétonnes et des zones de vélo, quoi. Ça, ce serait un vrai progrès, parce qu'on aurait une qualité de vie qui serait bien meilleure par rapport à l'innovation d'avoir des drones qui viennent livrer tes paquets Amazon, par exemple. Oui. Le vrai progrès est de se poser des questions un peu plus difficiles. Justement, on n'a pas trop envie de le faire. Et puis, ça remet en question beaucoup de choses qu'il faudrait changer, qui sont beaucoup plus difficiles à faire que de cliquer sur ce nouveau bouton pour acheter ce nouveau produit qui a l'air vachement attirant. Regarde, ça brille, quoi. Et ça va tout résoudre. D'ailleurs, partager une autre podcast, ça va tout résoudre. Oui, on va ouvrir la pensée des gens pour aller plus loin. Donc, c'est peut-être du progrès et pas juste une innovation, j'espère. Espérons. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez éventuellement le commenter et le partager autour de vous. Sinon, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Il y a notre site en premier lieu, tâche avec un s-2-t.fm, le Twitter ensuite, @tâche2t, tout attaché si je dis pas de bêtises. On est sur Mastodon aussi, @tâche2t, @pi.fr. Dans tous les cas, toutes ces adresses-là sont sur notre site. Oui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est le plus important. Un mot de la fin avec tout ça? Au prochain épisode, on verra de quoi ça parle. On ne fait pas trop de plans pour l'instant. Ah oui, parce qu'elle se sépare en deux parties en plus, c'est ça? Ouais. Comme ça, elle peut partir même si tu es dans les mains.